Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me revoici début avril pour vous parler des incontournables de la liste documentaire adulte du mois d'avril. Donc, alors une très bonne récolte, bien des essais solides, approfondis. On va commencer ici avec une histoire de la musique occidentale, édition Ellipse. Belle brique, comme vous pouvez voir à l'écran, belle brique sur l'Occident des origines à aujourd'hui, sur la musique. Ce qui est vraiment bien de particulier, c'est qu'il y a toujours une œuvre ou des œuvres phares, type, pour ouvrir une période ou un moment charnière de cette histoire-là. Donc, grand public, je dirais, grand public très curieux, mais on ne sera pas déçu parce que c'est une exhaustivité ici. Dans la même veine, vous avez Naissance de l'art contemporain, CNRS édition, donc quelque chose de très scientifique, très bien. Une histoire mondiale, 1945-1970. Ce qui est particulier avec ça, c'est que l'auteur en a fait une histoire, mais une histoire décentrée, mondiale. Donc ce n'est plus la perspective soit parisienne, française ou New York des années 40-50, comme ça a toujours été pensé les points principaux de l'art contemporain, la naissance de l'art, du jaillissement de l'art contemporain, mais bien d'une façon mondiale, donc aussi en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Et c'est là qu'on découvre qu'effectivement, l'art contemporain est né à différents endroits avec différentes histoires aussi. Très intéressant. Nous restons dans la musique. Un titre que peut-être vous avez vu critiqué dans les médias récemment, Hot, Cool and Vicious, genre, race et sexualité dans le rap états-unien. C'est vraiment particulier, c'est très bien. C'est aux éditions Prairie Ordinaire, belle maison d'édition qui publie tranquillement, très peu, toujours des livres d'avant-garde, si je puis dire. Et là, c'est tout le côté féminin du rap, surtout états-unien, effectivement, des dernières années, je dirais même des débuts des années 70, 80, 90, les années 2000. Le rap féminin, comment il a pris sa place, ces femmes musiciennes, à quoi elles se confrontent dans l'univers du rap qui est surtout masculin. Très bien, très bel essai ici pour les curieux de musique. Deux livres sur et par Edgar Morin qui nous sont venus ici. Le premier, autobiographie, si je puis dire, Edgar Morin, Les souvenirs viennent à ma rencontre. Alors c'est vraiment intéressant si vous connaissez Edgar Morin. C'est son parcours d'intellectuel, les rencontres, les riches rencontres qu'il fait à travers le monde, à travers ses études, à travers ses livres. Il a publié énormément. C'est aussi une biographie, c'est autobiographie, pardon, intellectuelle, devrais-je dire, puisqu'on y retrouve la genèse de ses idées qui ont marqué tellement de champs disciplinaires en sciences humaines. Donc, Edgar Morin, Les souvenirs viennent à ma rencontre. Donc, je me suis trompé, ce n'était pas deux livres sur Edgar Morin, mais l'autre, c'est bien de Michel Serres, de bonnes nouvelles. Alors ça, ici, aux éditions Le Pommier, que vous connaissez sûrement, très bonne maison d'édition, de vulgarisation scientifique, entre autres. Michel Serres, pendant 2004 à 2018, il a tenu des conversations avec un journaliste français. Sur toutes sortes de sujets, ce qui est extrêmement intéressant. Connaissant Michel Serres, là aussi c'est un esprit, un grand érudit qu'il a touché aussi bien à la sociologie, politique, philosophie, histoire, musique, art. Et c'est une espèce de divagation, on se promène intellectuelle au fil des discussions, souvent inusitées, mais toujours très riches. Grand public, vraiment intéressant. Et ce qui est particulier, c'est qu'on peut vraiment l'ouvrir, entre guillemets, n'importe où. Ce n'est pas un livre qui se lit de A à Z dans un ordre chronologique, puisque ce sont des chroniques et des entretiens. Donc, on peut l'ouvrir n'importe où. Très agréable.
Là, aux éditions Debook, une petite histoire des sciences. Je l'ai retenue parce que c'est très bien fait, très exhaustif, grand public. On n'est pas obligé d'avoir quoi que ce soit en mémoire de nos études en sciences ou quoi que ce soit. L'auteur nous explique très bien cette histoire-là, mondiale, sur les grands sujets, on passe ici. Donc, je dirais que c'est le grand public, mais aussi pour les profs au secondaire, les étudiants, des textes très abordables pour suivre cette évolution. Là, je trouve ça très, très intéressant, d'autant plus qu'on en parle depuis des années dans les médias. Les abeilles, une histoire naturelle. Alors, c'est pas pour rire, mais les abeilles au niveau mondial, donc je vais vous montrer. Vous avez ici les abeilles du monde entier, leur carte géonymique, si je puis dire, qu'est-ce qu'elles font, leur utilité et tout, et tout, et tout. Et je disais que c'était d'actualité puisque on a encore en Europe et ici dit oui à des pesticides qui tuent lentement les abeilles et on mesure l'impact écologique donc sur nous éventuellement de cette mortalité. Très beau, très bel ouvrage. Une autre brique, je vous en donne ce mois-ci des briques, une histoire des inégalités. Actes Sud, édition Actes Sud, de l'âge de pierre au 21e siècle. Donc, naturellement, l'auteur va passer en revue les différents types d'inégalités. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cet ouvrage-là, qui demeure un survol quand même, malgré son épaisseur, de l'âge de pierre, comme c'est bien indiqué, donc de l'origine de l'homme, entre guillemets, au 21e siècle. Donc il analyse vraiment d'un côté historique, historien, oui, sociologue, en prenant en compte plusieurs disciplines, les origines et toujours ce cycle de réapparition des inégalités. Donc il étudie un peu tout ça. Très intéressant. Et très d'actualité. Là aussi, on en parle dans les journaux, en tout cas moi je l'ai lu en Europe, contre les femmes, la montée d'une haine mondiale de l'auteur Abraham de Svan, qui est professeur émérite à l'Université d'Amsterdam, entre autres sociologue, historien des idées. Et c'est vraiment intéressant. Il brosse un tableau mondial on est tous au courant de ce mouvement depuis plusieurs années de réappropriation de la place publique, d'émancipation à tous les niveaux de la femme, des femmes, dans tous les domaines. Et lui, en tant qu'historien, sociologue, il étudie, il a pu voir en même temps cette montée de haine du côté des hommes, mais bien sûr, il va étudier de façon particulière quel homme, si je puis dire, dans quel pays, sous quelle façon, se présentant sous quel visage, cette réaction virulente, violente, mortelle, bien souvent, contre l'émancipation des femmes. Très, très intéressant pour prendre le pouls, je dirais, d'une autre façon de tout ce qui nous arrive ici en Occident. Vous savez comment j'aime les livres qui portent sur un sujet toujours un peu inusité et rare, devrais-je dire. Alors là, on tombe bien avec les éditions Amsterdam, là aussi, très belle maison d'édition en sciences humaines. La grande transformation du sommeil, comment la révolution industrielle a bouleversé nos nuits. Ça peut paraître trivial à première vue, mais non, c'est très intéressant parce qu'à partir, bien sûr, d'un thème principal, le sommeil, comment nos nuits ont été modulées, bouleversées, adaptées depuis la révolution industrielle, comment cette transformation de société joue sur nos corps à travers le sommeil. Très, très intéressant. Comme je vous disais, un sujet très rarement traité. En sciences, sous le titre « Pourquoi moi ? Le hasard dans tous ses états », grand public,
très passionnant. Moi, personnellement, j'adore tous les ouvrages portant sur, quand ils sont bien faits, sur la notion de hasard qui m'interpelle personnellement. Et là, vous avez une multitude, c'est un collectif d'auteurs dans tous les domaines, sciences humaines, sciences sociales, par des grands noms. D'autres moins connus du grand public. Donc le hasard, la notion de hasard qui joue en médecine, en immunologie, en art, dans l'industrie, en sciences naturellement. Très intéressant. Toujours en sciences, nous avons ici la face cachée de l'univers. Vous pourriez dire que c'est encore un autre ouvrage sur les mondes quantiques et l'émergence de l'espace-temps. Le sous-titre est assez costaud, merci. Je vous dirais oui et non parce que c'est un très bon tableau d'introduction solide pour un grand public donc cultivé qui est peut-être déjà un peu habitué à ce vocabulaire, mais un peu, je dis bien. Sinon, ce n'est pas un livre qu'on lit dans le métro nécessairement, mais plutôt bien assis et bien concentré. Mais c'est sûr que c'est une lecture enrichissante sur toute cette histoire en sciences physiques, la construction de la physique quantique, les questions qu'elle soulève au niveau tant industriel avec les nanotechnologies qu'au niveau purement ontologie, donc la philosophie, les questions sur notre existence, la réalité. Très, 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 très bon livre. Là aussi, c'est paru il n'y a pas si longtemps. Pourquoi lire? C'est un projet regroupant 13 auteurs européens, pour la plupart, sur la question, je dirais, fondamentale. Pourquoi lire? Ce n'est pas tant un ouvrage qui va brosser d'une façon, je dirais, superficielle avec certains clichés, certains lieu commun, si je puis dire, sur la lecture, c'est bénéfique, oui, lire, c'est toujours très agréable. Là, ça va beaucoup plus loin, je dirais d'une façon plus personnelle parce que ce sont 13 auteurs qui se sont prêtés au jeu de répondre d'un éditeur, hein, donc je disais un projet commun, éditeur allemand. Pourquoi lire? Et entre autres, bon, vous pouvez peut-être le voir, Annie Ernaux répond à ces questions en quelques pages, mais toujours rapportées à son expérience à elle. Les autres individus également, philosophes, sociologues, penseurs, et comment le livre, la littérature, la lecture, mais l'objet livre se rapporte à leur vie et comment, d'une façon très profonde, a pu bouleverser leur vie. Donc, c'est pour tout le monde, un livre essentiel sur le livre. Également, il nous vient une très belle traduction je dirais, dans l'ère du temps, mais ce n'est pas méchant en disant ça. Sarah Schulman, Le conflit n'est pas une agression. D'ailleurs, c'est une très belle maison d'édition que j'aime beaucoup, B42. Publie très peu, mais toujours des très bons livres. Et la mise en page est toujours bien curieuse. Peut-être vous le voyez moins ici, mais je vais vous montrer la page, juste la page de garde, ça peut vous donner une bonne idée. Donc, le conflit n'est pas une agression. Cette penseur va faire une lecture dans différents domaines, tant intimes, amoureux que social, avec les mouvements sociaux que l'on connaît, d'émancipation, surtout au niveau des femmes, du conflit qui se transforme très souvent en agression, est considéré comme une agression avec tout ce que ça peut comporter de mauvais dans ce traitement, dans cette compréhension du vivre ensemble. Donc, sous le titre qui est assez parlant, Le conflit n'est pas une agression. Ça remet beaucoup de pendules à l'heure. Très, 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 très bien. Ça nous vient de France. 7 entretiens. Je l'ai déjà mentionné, comment moi j'aimais bien les entretiens, les longs entretiens, longs interviews d'un journaliste ou entre deux auteurs. Ici, le philosophe Jean-Claude Martin se fait poser la question « Faut-il brûler les postmodernes »
Donc là, on rentre dans tout le cheminement de pensée, ce qu'on appelait en anglais aux États-Unis la French Theory, donc les penseurs Derrida, Foucault, Bourdieu, Deleuze, donc tous ces postmodernes qui ont créé sur la scène intellectuelle des concepts extrêmement importants qui sont repris là présentement par toute une mouvance idéologique, mais sont-ils bien repris et le procès qu'on leur fait est-il justifié? Donc dans le fond, c'est cette question très large, mais ça donne un aperçu philosophique, je dirais, à travers la pensée, les écrits, la réflexion d'un très grand philosophe contemporain. Ah, là, je dois le dire, aux éditions Libère, très belle maison d'édition, sciences humaines, philosophie et psychanalyse québécoise, Pierre Bertrand, philosophie et création. Pierre Bertrand, pour ceux qui ne le connaissent pas, je l'appelle souvent, avec une pointe d'humour, notre philosophe national. C'est un ancien prof de philo, mais c'est quelqu'un qui a une production éditoriale extrêmement variée. Je peux vous montrer ici simplement la page où on présente ses œuvres, plus d'une trentaine sûrement. Pierre Bertrand, donc, est un homme de réflexion philosophique et il a, au fil des années, pour ceux et celles qui l'ont suivi, a développé une pensée très personnelle. On sent en le lisant que c'est quelqu'un qui a digéré, j'aime pas tellement ce terme, mais bon, digéré intellectuellement un paquet d'auteurs de la tradition philosophique, mais aussi artistique, de l'art contemporain, la musique. Et il nous redonne ses pensées, une pensée très personnelle, mais qui a, en le lisant, on le sent, qui a une portée, j'oserais dire, universelle et qui nous touche, donc, nous lecteurs. Ici, Philosophie et création, les éditions Libère ont rassemblé des interventions de Pierre Bertrand, soit par des introductions à des œuvres, à d'autres livres, à des expositions. Donc, vous avez, en lisant ça, c'est peut-être un des meilleurs livres pour entrer dans son œuvre, parce que littéralement, Pierre Bertrand a fait une œuvre ici de philosophie au Québec, pour rentrer donc, je disais, dans ces différentes sphères de réflexion. Pierre Bertrand, édition Libère. Incontournable. Biographie monstrueuse, biographie de Ludwig Wittgenstein, le philosophe anglais du début du siècle, dans les grandes biographies Flammarion. Je le souligne parce que c'est une réédition de 93, je pense, chez Odile Jacob, mais biographie intellectuelle très bien fouillée. Je pense au cégep, aux personnes naturellement qui s'intéressent à lui comme personnage qui était assez particulier dans le monde de la philosophie, mais surtout à bouleversement qu'il a pu mener encore aujourd'hui dans le monde philosophique au XXe siècle, c'est monumental. Là aussi, un livre de Hannah Arendt, philosophe, Penser librement chez Payot. Là également, on regroupe des interventions, des introductions, des courts-essais sur différents domaines, sujets d'Hannah Arendt, autant philosophiques que politiques, sociales, des publications de livres, des réflexions qu'elle pouvait écrire, entre autres dans le New York Times à l'époque, aux États-Unis, sur la politique américaine. Donc, penser librement, on ressent à travers ces articles de Hannah Arendt la force, la puissance de sa pensée, son acuité intellectuelle. Donc, je considère que ici, ça serait une belle ouverture à son travail, c'est une belle introduction à sa pensée. D'autant plus, un peu comme je disais pour d'autres livres tantôt, vu que c'est des articles, on peut rentrer n'importe où dans le livre en choisissant ce qui nous intéresse. Donc, c'est toujours, j'aime bien, puisque c'est une lecture plus libre, plus ajustée à notre temps ici. Chez Vrin, en philo, dans la collection Textes clés, philosophie féministe, patriarcat, savoir et justice.
Bon, ce sont des livres très serrés, très bien, on est dans la philo, il n'y a pas de doute là, ici, avec les éditions Vrin. Ce qui est bien dans cette collection-là, c'est qu'on chemine dans ces sujets d'actualité, mais aussi qui ont une énorme histoire intellectuelle. On chemine à travers des textes d'auteurs phares, clés, hommes, femmes, sur ces sujets. Donc, pour une vue d'ensemble, c'est pas trop scolaire, mais c'est sûr et certain que nous avons là une introduction à ces sujets avec des textes de première main, c'est sûr et certain. Très intéressant. Septentrion, chez nous, ici, l'éditeur d'histoire principalement, l'histoire nationale du Québec, entre bon ententisme et nationalisme. Une très belle analyse, des chapitres très bien détaillés qui fait vraiment le tour du débat pour proposer des pistes de réflexion, des pistes très actuelles sur le débat de l'enseignement de l'histoire du Québec entre le bon ententisme, ce courant où on ne fait pas de vagues avec le Canada anglais, avec tout ce que ça peut vouloir dire au niveau des écrits, au niveau des livres d'histoire scolaire, j'entends comment de l'enseignement ici de l'histoire, et bien sûr du nationalisme, donc d'une pensée plus proche de la réalité du Québec historique. Comment peut-on articuler ces deux voies dans des livres d'histoire? C'est très actuel, probablement vous avez quelquefois suivi ces débats dans les médias ici au Québec. Quelque chose de plus léger pour terminer, presque, mais je n'ai pas fini. Édition du journal des bestioles et des plantes. Donc, comment attirer les insectes bénéfiques et éloigner les ravageurs dans notre jardin, ici, chez nous. Donc, très bien illustré. On ne peut pas se tromper sur les types d'insectes qui serait bon de cultiver avec nos tomates et nos laitues et plutôt éloigner les autres et bien sûr comment le faire et ainsi de suite. Donc très pratique, très agréable puisque le printemps, ou devrais-je dire l'été, arrive bientôt. Chez Mango, ici, pour tout le monde, parents, éducateurs, grand public, éducation non sexiste, stop aux stéréotypes de genre. Donc c'est avec une très belle, j'allais dire, illustration. Il faut que je tombe, bien sûr, dans les bonnes pages. On présente dans tous les domaines de l'enfance, devrais-je dire, ou de l'éducation en général, grand portrait de l'émergence, de comment on nourrit les stéréotypes de genre. Et ça ne prend pas nécessairement une partie pris d'une idéologie qu'on pourrait critiquer ou quoi que ce soit. C'est vraiment effectivement du ventre de la mère à la naissance et les premiers mois de la vie jusqu'à l'école et ainsi de suite. Comment d'une façon souvent insidieuse et bien ancrée, des stéréotypes peuvent s'immiscer dans la vie de tous les jours. Je ne vous lâche pas avec des livres, il me reste 4 livres ici, 4 livres fondamentaux pour réfléchir, parce que ce n'est pas fini, le printemps c'est pour réfléchir. Alors, Labor et Fides, très belle maison d'édition, surveillez toujours leurs écrits, très, très bon contenu en sciences humaines, en religion naturellement, philosophie. Pensez les fondements philosophiques de la conversion écologique. Pour une écologie de la résonance. Ça a l'air complexe comme ça, mais ce livre en philo, les fondements en remontant chez les Grecs, analyser notre rapport à la nature et comment la nature en retour peut façonner notre soi, nos questions sur nous-mêmes et bien sûr notre façon de vivre ici.
Donc, quand on parle de conversion écologique, nous pourrions presque parler de conversion spirituelle, d'une conversion X. Et là, c'est vraiment une conversion écologique. Donc, fondamentalement, comment non seulement se rapprocher de la nature, ce qui est très, je dirais, essentiel, mais très d'actualité depuis de nombreuses années. Donc, une écologie profonde, comment recréer, repenser, réactualiser le lien intime et profond entre nous et la nature. Là aussi, un peu dans la même veine, aux éditions Hermann, édition suisse Hermann, c'est un colloque, le colloque de Cerisy. Je ne sais pas si vous suivez ça de temps en temps, mais Cerisy, la salle tient depuis très longtemps, de nombreuses dizaines d'années, des colloques. C'est toujours d'un haute voltige intellectuelle, mais toujours, je dirais, grand public cultivé pour aborder des sujets, puisque c'est une panoplie de penseurs de tout horizon. Peu importe les sujets, c'est vraiment intéressant. Et là, ce colloque portait sur humains, animaux, nature, quelle éthique des vertus pour le monde qui vient. Et si vous vous posez la question, quelle éthique de vertu, qu'est-ce que c'est une éthique des vertus? Eh bien, je vous renvoie à vos cours de philo. Non, je fais une blague. Ça peut être très loin. L'éthique des vertus, c'est tout simplement ici comment porter à l'action dans le monde concret, réel, quotidien, nos rapports aux humains, animaux et nature. L'avant-dernier ici, aux éditions Le Pommier, encore une fois, le temps paysage pour une écologie des crises. Dans la collection Symbiose chez Pommier. Alors, Pommier, comme je vous disais un peu plus tôt, fait des livres grand public. Ils ont même une petite collection pour enfants, les petites pommes, le petit pommier, je pense, si je ne me trompe pas. Là, ici, c'est pour public averti. Un beau livre de, je dis philosophie, sciences humaines. En tout cas, c'est un livre qui revient au fondement. Le temps paysage ici, c'est notre rapport à différentes temporalités apportées par différents genres de crises écologiques qui vont être sur une temporalité vraiment très longue. On peut remonter à 100 000 ans, 50 000 ans. Des crises plus d'actualité, donc avec une temporalité plus resserrée si on pense à la pandémie. Alors tout ça, l'auteur analyse, si je puis dire, nos vécus dans différentes temporalités, qu'il ne faut plus penser à un temps linéaire d'un point A, origine, allant vers un point B, et on chemine tranquillement en cueillant nos noisettes dans la forêt. Ce n'est pas ça. C'est vraiment différentes crises de différents horizons, mettre ensemble, nous au milieu, différentes temporalités. Donc comment vivre, comment apprendre surtout de ça. Le dernier, je vous le promets, la couleur des idées au seuil. Donc édition Seuil, la collection Couleurs des idées. Là aussi, on n'a plus à vanter les mérites de cette collection-là, qui est incontournable en sciences humaines. Céline Lafontaine, qui est professeure de biologie ici à l'UDM, Bio-objet, les nouvelles frontières du vivant. Alors là, je dirais d'un grand public, qui est quand même la particularité ici de la collection au Seuil. Grand public qui est curieux. Là, on va parler, bien sûr, on va analyser les implications de société au niveau des sciences, de tout ce qui est à la frontière entre le vivant et le mécanique, ou du moins le vivant et le vivant créé, modifié par l'homme. Donc, bel ouvrage sur ce sujet. Voilà, c'était le dernier ouvrage de la liste d'incontournables du mois d'avril, documentaire adulte. Donc, on se retrouve début mai avec d'autres bons livres, j'en suis sûr. À très bientôt. Bonne lecture. Au plaisir.